Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit qui est le Oppo Reno x10 Zoom. C'est le dernier haut de gamme de la part de Oppo avec cette nouvelle gamme qui s'appelle Reno. Alors on peut dire Jean Reno, je sais qu'il y a aussi une ville aux États-Unis qui s'appelle Reno. Donc bon, après ça a l'air assez européen, bon il y a Reno en tout cas dedans. C'est une nouvelle gamme et on va dire que ça a l'air d'être un peu dans la suite du Oppo Find X. Un petit peu, mais en différent, puisqu'ils ont changé un peu de stratégie. J'en parlais rapidement avant de passer réellement au test. Sachez aussi, dites-moi ce que vous en pensez du fait que ce plan qui montre un peu mon plan de travail, parce que j'ai eu un nouveau trépied en test, pour le coup, et qui me permet d'avoir, pour le coup, un trépied qui soit assez haut, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez, au passage. Parce que ça peut être sympa, ça peut changer un petit peu. Pour en revenir au Oppo Reno, donc ce qu'il faut savoir, c'est que mon chat vient me voir. Alors ? Donc, pour le Oppo Reno, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Oppo-là, il change un peu de stratégie déjà, puisqu'on n'a plus de reconnaissance faciale 3D. Ils l'ont abandonné, en tout cas, ils ne l'ont pas suivi. C'était un des acteurs qui s'était lancé dedans avec l'Oppo Find X, justement, et avec tout le haut qui remontait. C'était un smartphone qui était assez impressionnant techniquement. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de suivre la voie comme Vivo, son copain de chez BBK, et comme les autres acteurs, puisqu'ils ont tous, à peu près tous, à part le Mate 30 Pro, abandonné le système à la Face ID d'Apple. Donc on se retrouve avec un lecteur d'empreintes sous l'écran, qui est d'ailleurs réactif, c'est un 3e génération, donc tout à fait logique. On est sur quelque chose d'aussi assez épais, et qui reprend un design un petit peu du Oppo Find X, mais cette fois-ci en plus compact, puisque l'on a droit à un design qui va être tout simple, et on va en parler justement, où rien ne dépasse. C'est quelque chose qui est assez sympathique et qui mérite d'être abordé parce que c'est aujourd'hui assez rare. L'autre particularité, c'est surtout l'aileron de requin. C'est ce qui a été mis beaucoup en avant par la marque justement. Et c'est ce petit système qui est toujours un système de pop-up. Et ils ont redesigné un peu la chose et ce qui leur permet d'être dans ce marché un petit peu différent de la concurrence. Donc c'est quelque chose de sympathique. Il est sorti à 800 € il y a quelques temps déjà maintenant, il est descendu à 600, donc c'est-à-dire que Oppo, en tout cas en France, ce que j'ai vu sur Amazon, a tendance à s'adapter par rapport au marché, a tendance aussi à faire baisser ses prix, histoire que quelques mois après, ils soient un petit peu plus abordables. Donc ils m'ont contacté un petit peu pour le tester, de me proposer, parce que je ne l'avais pas testé, c'est vrai que la plupart des Oppo, je les teste, et donc ce qui fait que je vais pouvoir vous parler de ce Oppo Reno x10 Zoom, qui est donc forcément pour moi le concurrent direct, notamment du Huawei P30 Pro, avec aussi son système jusqu'à x50, ici c'est x6 et x60, histoire de dire, nous c'est un petit peu plus, mais en gros on est sur la même chose. Qu'est-ce que ça vaut en réalité? Qu'est-ce que ça vaut face au Huawei P30 Pro sur cette partie-là? Qu'est-ce que vaut ce Oppo Reno sur le marché? On voit ça tout de suite. Pour donc ce petit design de ce Oppo Reno x10 Zoom, c'est un nom un petit peu spécial néanmoins, eh bien déjà ce qui est bien c'est qu'on va avoir un design qui est très très sobre. Ce qui fait que en gros déjà ce qui est bien c'est que tout est sous le verre, rien ne dépasse contrairement par exemple à tous les derniers smartphones du moment, bien évidemment. L'appareil photo n'est pas mis à part du reste du dos en fait. Ça c'est une chose que j'apprécie parce qu'en général c'est mis à part ou ça ressort un petit peu ou beaucoup pour certains. Et donc, ce qui fait qu'on a les 3 caméras. On a une petite bille en acier qui est là, en fait, justement pour éviter que le verre se raye, surtout sur cette partie-là. Et donc, fasse perdre ensuite derrière en qualité sur la partie photo. Et ce qui fait que ça va être le bas ici qui va forcément s'user si vous n'utilisez pas la coque. Et donc ça va être le bas et donc cette petite bille en acier. Ce qui fait que c'est assez intelligent, c'est très léger, c'est assez design, ça se voit pas trop. Et donc c'est toujours ça de gagner pour justement éviter que tout se raye. Les derniers que j'avais vus dans ce style-là, c'était les Honor 9 et Honor 8 dans le style. Et je trouvais ça vraiment très très joli et dommage qu'on n'en voit plus. Là c'est plutôt bien que justement Oppo s'y remette.
Et l'autre chose qui est bien avec cette petite bille en acier, c'est que ça va éviter que le smartphone glisse, puisque la bille en acier va être beaucoup plus adhérente que le verre, surtout qu'on a un verre bien plat, ça a tendance justement avec d'autres surfaces à glisser facilement. Donc deux choses en une. Et on a cette petite touche verte ici qu'on a aussi sur la touche Power pour donner un petit peu de couleur. L'autre particularité, bien évidemment, alors là, vous voyez le lecteur d'empreinte, c'est l'aileron de requin, donc la pop-up caméra. Donc vous avez la caméra avant ici qui est cachée, avec le haut-parleur aussi qui est présent ici, mais aussi au dos, et une chose qu'on ne voit pas au premier abord, c'est qu'il n'y a pas de flash, et donc le flash est caché dans l'aileron de requin. Ce que je trouve intelligent, parce que justement ça permet de garder un design encore plus sobre, le flash en plus devant être à part en général, pour ne pas poser de problème derrière les objectifs, derrière le verre en fait, pour la partie lumière. Donc ce qui fait que je trouve ça assez cool parce que c'est bien caché. Ce qui est bien aussi, c'est que ça permet aussi justement de de réinventer un peu le design de l'aileron de requin avec quelque chose, de la pop-up avec un design aileron de requin justement, ce qui est assez sympathique, ça donne un design un peu à part et ça le différencie des autres concurrents. Donc ça c'est une bonne chose. Comme le Oppo Find X où vous avez tout le haut qui s'enlevait et qui permettait de faire apparaître les appareils photo avant et arrière. Donc ça c'est une bonne chose. On a bien évidemment un design qui dans l'ensemble toujours, hop, ici on va faire comme ça, toujours très voilà, je vais essayer de trouver un endroit, alors peut-être là. Voilà, on a un design qui est forcément très borderless, hein, puisque en bas c'est très fin, en haut aussi. Donc là c'est quelque chose que l'on connaît bien. Quelque chose que l'on connaît tout à fait. D'ailleurs, je me pose la question... Et les capteurs de luminosité, c'est une question que je ne me suis pas posée, c'est où est-ce qu'il est mis? Ça a l'air tout bête, mais alors sur l'Oppo Find X, il était en haut. Et ici, je ne sais pas. Alors ils ont peut-être trouvé un autre moyen pour justement gérer ça. Mais je vous avoue que là, comme ça, pour le coup, j'ai pas pensé à me poser la question. J'ai oublié de poser la question. Ce qui fait que, pour le reste, donc on a une tranche en métal, bien évidemment. On a la touche volume power qui est à droite, là à gauche. Bien évidemment, alors là, la SIM est ici. Alors il faut savoir que c'est un smartphone en DRA haut de gamme. Vous pouvez mettre une carte SIM et une micro SD ou dual SIM. Bien sûr, ici, vous avez de la charge très rapide avec le haut-parleur ici. D'ailleurs, qui semble un petit peu à part. C'est assez marrant parce qu'il est un petit peu plus enfoncé, il est un petit peu creusé, comme on peut le voir dans le design. Je ne sais pas si, voilà. Il est mis un petit peu à part. Je ne sais pas si vous voyez la délimitation autour du haut-parleur. Donc, c'est assez marrant. Que dire de plus sinon? Après c'est un design qui reprend un peu le problème du du OnePlus 7 Pro, c'est-à-dire qu'il est gros puisqu'il fait 6.6 pouces et qu'il est un peu lourd. Et en plus de ça, il est un peu épais puisque les capteurs, comme ils ont voulu mettre les capteurs sous la dalle en verre, forcément ça épaissit le smartphone. Donc bon, ça permet d'avoir une bonne prise en main, mais par contre il fait gros et lourd comme le OnePlus 7 Pro. Si ça ne vous dérange pas, si vous aimez bien les gros téléphones, ça ne devrait pas poser de problème. Si vous êtes habitué notamment au 6.4 pouces, là on est en 6.6, ça se ressent quand même, et c'est surtout qu'il est lourd. C'est quelque chose qui, pour moi, commence à être une norme forcément, vu les derniers smartphones que l'on voit, mais je les trouve un peu trop lourds, surtout pour l'utiliser à une main, parce que moi je les utilise à une main comme ceci, et donc ça va très vite se sentir lourd, c'est pas très agréable à mon sens. Comme je disais sur un précédent test, pour moi, la grande limite, ça va être 180 grammes, 190. Au-delà, et là, on est à peu près autour des 200 grammes, ça devient un peu désagréable. Alors forcément, quand vous êtes à une main, à deux mains, ça ne posera pas de problème. Mais quand vous êtes à une main comme moi, eh bien forcément, là, ça posera plus de problèmes. Comme vous pouvez voir au niveau du lecteur d'empreinte, il est bien placé. Il détecte même quand on est donc l'écran éteint, comme vous pouvez voir, hop. Alors là, il s'affiche, on va attendre un petit peu. Mais ce qui fait que, bon, vous le voyez, il est réactif. Je veux juste être sûr quand l'écran est éteint. Elle est éteinte, toi, s'il te plaît. Bon, on va le laisser comme ça. Mais ce qui fait que, voilà, le design, globalement, c'est ça. Bien évidemment, je regrette l'absence du jack, vous me connaissez. Mais bon, chez Oppo, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Alors, non, je dis une connerie, c'est qu'il faut bien par contre réveiller le téléphone, donc c'est-à-dire le bouger comme ce qui est proposé par Meizu ou d'autres, avant de le réveiller. Donc c'est-à-dire c'est pas comme Samsung ou Huawei, où on peut le faire quand l'écran est totalement éteint. Donc il faut bien réveiller le lecteur d'empreinte pour avoir quelque chose. Bien, passons maintenant à la partie surcouche. Pour la partie surcouche, on est sur du ColorOS 6. Et alors, on va y aller tout de suite. La chose que je trouve très positive et qui va se voir ici en rouge, les icônes de notification sont de retour.
On le voit, ça a été une demande qui a dû être assez importante pour que ça puisse être réintégré, puisque ça avait disparu depuis un petit peu de temps déjà, depuis ColorOS 5 en fait, voire peut-être même ColorOS 4, je sais plus. Moi j'ai connu depuis 3.0 et j'ai pas connu 4 et 5. Néanmoins, c'est revenu, donc ça c'est une bonne chose, c'était une chose un peu logique vu qu'on n'avait plus d'encoche, et ce que je trouvais regrettable sur le Phoenix. Là c'est de retour, c'est une première chose. Il faut savoir qu'ils ont débauché énormément de personnes de chez Meizu et qu'ils sont en procès aussi. Meizu est en procès face à Oppo parce que beaucoup de codes pour la surcouche ressemblent à du Meizu. Néanmoins, ça c'est la petite anecdote, c'est gentil, mais bon, c'est le business. Pour le coup, on va pas dire grand chose. Ils ont de la thune, ils peuvent débaucher des gens qui sont compétents ailleurs, qui n'ont pas la possibilité de mettre autant. C'est comme ça. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve quand même avec des codes. Alors, c'est un peu particulier, mais alors déjà, on va avoir quelques raccourcis ici. On les avait déjà avant. On peut l'étendre ici avec tout ce qu'il y a ici et en ajouter d'autres. Donc ça, c'est la petite chose. Donc ça, voilà, vous avez une première chose. Vous avez... Après, globalement, ça se ressemble assez. La gestion, alors, vous pouvez avoir des notifications, ce qu'ils appellent des notifications sans importance. Donc, vous pouvez choisir de les classer directement. Donc, quand vous le voulez ou quoi. Et donc ça va être des notifications qui vont être un petit peu plus inutiles et qui vont être là juste au cas où, enfin voilà, juste vous dire, c'est présent, mais bon, tu t'en fous un peu, donc ça, on va pas te déranger avec. Et vous avez la partie notification principale. D'ailleurs, là, il est complètement hop, comme ceci, et vous pouvez normalement les fermer comme ceci. Donc voilà, après, bon, vous avez la gestion de la luminosité, automatique ou non. Les paramètres ici n'ont pas vraiment changé par rapport à la dernière fois. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est surtout que... Alors, c'est mieux si je descends un petit peu. Ce que j'ai remarqué, c'est surtout qu'il y avait beaucoup moins de raccourcis de noms. Donc, cette fois-ci, c'est beaucoup mieux traduit avec vraiment le texte en entier et pas des morceaux de mots. Vraiment, ce qu'ils mettaient, donc 3 lettres avec un point, 3 lettres avec un point, pour arriver à tout mettre. Non, là, ils ont fait les choses beaucoup mieux, ce qui fait que c'est beaucoup plus adapté à l'Europe globalement. Ils sont plus obligés d'avoir des raccourcis des raccourcis de mots. Vous avez encore deux, trois choses, mais ça reste globalement tout à fait correct. Donc après, vous avez le lecteur d'empreinte. Je remets pour le lecteur d'empreinte, il faut bien le réveiller, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le smartphone bouge pour qu'il se montre. Et donc on est sur du 3.0, c'est assez rapide. Voilà un petit peu, là on est sur du Android 9. Le suivi Oppo est pas extraordinaire, c'est un peu la chose un petit peu dommage. Parce que c'est un peu, on va dire, un peu comme Meizu, c'est-à-dire qu'on les attend un peu longtemps en général, les mises à jour Oppo, mais par contre, on va avoir... On va avoir, je vais y arriver... On va avoir une surcouche qui est très très stable. Ça, c'est quelque chose qui est quand même appréciable, c'est que globalement, elle est très stable, et elle est très rapide, elle est fonctionnelle, donc ça posera pas de problème. Hop, ici, donc on peut voir, donc là, ici, ça reprend un petit peu des codes, parfois un petit peu d'Apple. Globalement, on sent un petit peu cette inspiration Apple, mais un petit peu moins qu'avant, mais c'est toujours présent. La chose aussi, justement, alors, une chose qui est assez étrange, c'est comment, je ne comprends pas. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que là où sur Android, en fait, on va avoir vraiment les notifications qui vont accompagner. Donc ici, ça va disparaître en suivant, mais là, ça se fait effacer. On dirait que c'est pas complètement fini, et là, par contre, ça reprend. C'est assez bizarre, c'est très particulier. Ça manque d'un truc en bas parce que c'est tout carré. On dirait que c'est pas totalement fini sur ce design, c'est assez étrange. Aussi, que dire d'autre? Alors après, vous avez quelques applications de base. Vous avez quelques outils, donc les contacts, phone clone, verrouillage en un clic. Donc là, en fait, c'est d'avoir un bouton logiciel pour que l'appareil s'éteigne. Un espace jeu, donc bon, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui avec un Game Power, boost de performance, les trucs classiques que l'on voit partout. Un gestionnaire de téléphone, une application musique, vidéo. Vous avez Aquamail. Alors pourquoi Aquamail? Mais ça a toujours été présent en tout cas. Vous avez bien évidemment tout Google qui est présent. Donc ça, c'est le côté un petit peu classique et basique. Et après, bon, vous avez la galerie. La galerie qui a une petite spécificité. C'est-à-dire, alors je la trouve logique dans sa façon de se faire, puisque en gros, ça va commencer du bas à droite et ça va revenir, les plus anciennes vont être en haut à gauche. Ce qui fait que forcément, quand on va être à une main, ça va être beaucoup plus logique, si on veut regarder nos dernières photos, d'aller en bas à droite plutôt qu'aller chercher en haut à gauche. Après, c'est des logiques qu'on a l'habitude que ce soit en haut à gauche, donc ça perturbera surtout au départ, mais comme ça, vous le savez. Voilà un petit peu pour cette partie surcouche. Globalement, c'est quand même appréciable, ça tourne bien. Je vais faire une chose, mais après, ça peut être plus la RAM qui peut être un poil agressive.
Après, normalement, ça va. Que je regarde si je fais ça. Donc non, ça va, ça gère plutôt bien. Mais j'ai pas eu de soucis particuliers, mais les ROM chinoises ont tendance à être un petit peu plus agressives. Ici, elle est assez large, je suis sur la version 8 Go de RAM, et ça gère plutôt bien. C'est plutôt fluide aussi, on prend un petit peu mieux nos marques que les anciennes surcouches, que ColorOS 5, c'est quand même une chose aussi appréciable. Donc clairement, on va pas, je vais pas cracher dessus. Mais clairement, la surcouche est pas mal. Après, à vous de voir si elle vous plaît personnellement. Pour la partie écran, donc là on est sur un 6.6 pouces en 1080p et de l'AMOLED optique pour le lecteur d'empreintes. Un écran qui est tout à fait correct, qui est même plutôt bon, je trouve. Il a des belles couleurs sans être pour autant trop flashy. C'est une bonne chose. Par contre, on va pouvoir gérer juste la température de couleur selon ce que vous préférez. Donc, ça c'est une première chose. Vous avez aussi, alors que je retrouve, l'adaptation nocturne. Alors, je vais essayer d'aller dans le menu directement et replanifier. Et en fait, alors ce qu'il y a de bien, ce que j'aime bien avec Oppo, c'est que alors, ça tend à être jauni, et plus on va vouloir que ce soit fort, plus ça va être chaud et on va avoir un côté un peu plus rouge, ce qui est agréable. Vous avez même plusieurs choix affichés en noir et blanc, donc ce qui fait que ça va désactiver les couleurs, donc là vous n'aurez pas la lumière bleue du tout, et donc ça peut être plutôt bien pour vraiment quand vous êtes dans la nuit noire, ou quand vous voulez lire un livre, et vous avez même justement lecture agréable de nuit, donc là vraiment avoir juste le côté blanc qui ressort pour justement que les écritures, ce qui va moins agresser vos yeux. Donc c'est une chose qui peut être assez sympathique en soi, c'est plutôt bien fait de ce point de vue-là, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié chez eux. Au niveau de la luminosité, on va la désactiver, donc au minimum ça reste quand même ça reste encore perceptible, et au maximum c'est plutôt pas mal. Par contre ils préviennent même que la consommation d'énergie est plutôt élevée. Après je le trouve pas si lumineux que ça, j'ai vu plus lumineux. Après il y a peut-être possibilité d'avoir en plein soleil un petit boost, mais ils préviennent bien que ça peut consommer beaucoup d'énergie. Bon, vous l'aurez compris, on est sur la partie sonore et alors, on est censé être sur du double parleur. Je pense que vous l'aurez compris avec le petit extrait, on n'est pas sur le meilleur double parleur du monde. Donc, ce qui fait que ça s'entend. Alors, juste, je vais peut-être vérifier une chose au cas où. Mais en fait, en gros, comme le haut-parleur se situe ici, en fait, là où vous avez l'aileron de requin, il est dedans, et bien, forcément, on n'est pas sur quelque chose qui est très performant. On a quelque chose de totalement déséquilibré, et en fait et je vous l'avoue en regardant la fiche technique que les peu de vidéos YouTube que j'avais regardé avant, et bien en fait j'avais pas entendu ça, mais il y a bien le double parleur qui est actif ici, mais ça s'entend quasiment pas. Donc on se retrouve avec, je sais plus quel smartphone, mais il y avait ce côté déséquilibré, c'était le Meizu 16S, c'est encore pire, parce que là on n'a même pas d'aigu, on a un petit peu de médium qui ressort, mais ça ressort très peu, quoi. Il y a une différence de volume qui est beaucoup trop importante pour qu'on l'entende vraiment. Donc bon, déjà là-dessus, c'est un petit peu moyen, mais après il reste assez performant. Alors on va aller sur autre chose qui est un petit peu plus sympa. Alors par contre, on note quand même une bonne absence des basses, c'est surtout les médiums qui ressortent au passage sur la partie sonore. Alors forcément aujourd'hui, ça, quoi, un adaptateur jack? Connais pas. Donc ce qui fait que j'ai testé très rapidement, parce que je n'ai pas du tout testé, puisque ça me saoule de devoir sortir un adaptateur pour les téléphones, donc je vais vous dire tout de suite ce que ça vaut. Donc ce qui fait que j'ai testé avec un adaptateur, puisqu'il n'est pas fourni, et donc je vais refaire rapidement le même discours. Mettez un putain d'adaptateur. Ça coûte 1 euro. En plus de ça, bon, Oppo, c'est ceux qui regardent pas vraiment sur le prix et qui aiment bien mettre des smartphones chers en soi. Donc, clairement, l'adaptateur, ça va pas vous tuer, surtout qu'en plus de ça, c'est totalement débile de ne pas mettre d'adaptateur, puisqu'en plus de ça, vous avez une puce sonore, un Max 98-927, qui est donc une très bonne puce sonore que l'on retrouve déjà sur le Fan X-A. Enfin le Fan X, et donc qui sort un très bon son. Vous avez même fait un partenariat avec Dolby Atmos,
Donc alors Dolby Atmos, tout ça, mais en plus de ça, c'est plutôt bien géré, c'est assez bien intégré. J'aime beaucoup d'ailleurs au passage, ici, hop, en mode musique. Alors si je mets l'adaptateur, hop, pour vous montrer rapidement, parce que quand vous avez l'adaptateur, c'est plus sympathique. Vous avez donc un égaliseur intelligent, mode équilibré, doux, détaillé ou sans plus. Et j'aime beaucoup le mode équilibré qui a quelque chose d'assez profond, qui a une bonne gestion. Enfin, globalement, le rendu est vraiment pas mal. Donc, il est bien intégré. C'est quand même très con d'avoir une qualité sonore qui est bossée sans adaptateur. Alors, certes, oui, vous mettez des écouteurs USB-C dedans, mais on s'en branle. Surtout quand on a du matériel, et quand moi je fais découvrir plein de matériel très très sympa en audio, vous avez la playlist si vous le voulez, mais néanmoins, clairement c'est complètement con, parce que bon, alors déjà vous mettez pas de jack, mais ne pas mettre d'adaptateur alors qu'on peut avoir des très beaux produits audio, et que vous bossez en plus votre partie ici, merde. Oui, ça m'emmerde un peu, surtout que voilà, donc c'est relié, donc voilà, bon, après vous pouvez prendre un adaptateur de chez Sonata, le ID Sonata HD, le touch ID donc, que j'avais testé, mais un simple adaptateur aurait permis d'avoir une expérience déjà sonore. C'est un peu chiant, mais au moins il y en a un. Donc là-dessus, ça fait chier. Au-delà de ça, donc la partie sonore est plutôt bien bossée, donc je l'ai dit, on a une partie sonore qui est vraiment bien avec le Dolby Atmos en mode musique qui est équilibré, on a un son qui est assez profond, qui est plutôt bien équilibré, qui est agréable, qui est doux, qui est bien détaillé avec une bonne scène sonore, donc globalement vraiment bien. Mais mettez ce putain d'adaptateur et arrêtez de faire comme tous les autres. Merci. Enfin si, faites-le, mais en version positive. Mettez un adaptateur. Voilà. Le message est passé. Pour la partie photo. Alors, la petite présentation rapide. On a droit au 48 mégapixels en ouverture 1.7 et stabilisé. Un capteur de 8 mégapixels en très grand angle et un capteur de 13 mégapixels et en ouverture 3.0, compte 2.2 pour le très grand angle, pour le zoom optique x6. En tout cas, c'est mis x6, mais apparemment c'est du x5 aussi. Donc on est sur un triple capteur, on retrouve un petit peu la même idée que celle du Huawei P30 Pro, avec ce côté très grand angle, le 48 mégapixels, donc là bon, on est sur le l'IMX 586 que l'on connaît bien, ainsi que donc le x5, alors là pour le coup en 13 mégapixels, et donc on va voir un petit peu comment ça se débrouille et quel est mon avis sur ce sujet du x5, puisque pour le coup, pour l'instant, il n'y a qu'un seul concurrent par rapport à celui-là. Alors bon, avant que j'arrête, il faudrait aussi que je parle un petit peu de la partie photo, une partie photo qui, elle, est assez simple, alors chose que j'apprécie, puisqu'on va voir trois modes qui vont être visibles directement, le mode photo, le mode vidéo et le mode portrait. Vous avez d'autres modes, mais ils sont affichés ici. Donc vous avez le mode nuit, qui va s'activer automatiquement avec l'IA que... alors pour le coup, on peut désactiver ici en fait directement, alors que moi je l'ai laissé tel quel. Vous avez le mode nuit, le mode panorama si vous voulez en faire, expert, photographie par intervalle. Donc ce qui fait que en gros, je vous avoue que je ne sais même pas ce que c'est, j'ai même pas testé. Et je ne sais pas... Ah oui d'accord, oui, alors ça s'appelle... Alors, photographie par intervalle, c'est timelapse. Ils auraient pu ne pas le... Enfin, on aurait mieux compris. Un ralenti qui d'ailleurs est en 720p ou 1080. Si on est en 1080, ça doit être du... on ne sait pas ici. Ça doit être du 120 fps, j'imagine. Donc, hop, on va faire comme ceci. Bon, c'est un vrai... Oui, c'est ça, c'est du... Wow, bon, c'est du ralenti assez classique. Enfin, c'est du... Ouais, ça. Hop, et bien sûr, on a du Google Lens pour reconnaître. Donc, assez simple de ce point de vue-là. Ce qui est assez étrange, par contre. Donc, ce qui fait qu'on a le choix ici, c'est bien placé. Donc, x1, x2. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le zoom x2 intégré, donc, au fait qu'on a le 48 mégapixels et qu'il utilise les 12 mégapixels centraux. Ensuite, on passe au x6 et ils nous mettent aussi du x10. Et après, on peut s'amuser ici, donc, pour aller chercher les petites, ce qu'on veut. Par contre, la petite chose qui est sympathique, justement, c'est que, donc, on est directement comme ça, mais le grand angle, lui, il est à la fin. C'est assez étrange, parce que, bah, voilà, c'est un peu à part, et donc, ce qui fait que on n'a pas ce choix directement. On est obligé de faire ça, ou alors, il faut appuyer ici. C'est assez étrange. On a aussi, d'ailleurs, la partie HDR qui est ici. Vous avez un mode dazzle. Alors, je sais toujours pas exactement ce qu'est l'option dazzle, mais ça permet normalement d'avoir des couleurs un petit peu plus vives. C'est surtout ça, et vous avez des effets divers et variés. On va passer maintenant à ce que je pense de la partie photo. Alors, qu'est-ce que je pense donc de cette petite partie photo?
Alors première chose, j'en profite aussi pour remonter un peu ce bug, mais Oppo est déjà au courant, mais comme ça vous le saurez. Il faut savoir qu'il y a une espèce de mode HDR qui s'active via Google Photos. Quelque chose qu'on ne peut pas désactiver et qui donne un effet filtre rouge sur certaines photos, sur beaucoup de photos même, ou de nuit ça fait un effet très très contrasté, ce qui est assez étrange. Et malheureusement ce n'est pas du tout désactivable. Ce qui fait que j'ai mis un petit peu de temps pour me dire qu'est-ce que vaut les photos, puisque via Google Photos c'est pas terrible, et via la partie galerie ça ne me permettait pas forcément de très bien comparer pour voir un petit peu ce que valait la photo. Mais ce qui fait que, ce que je peux dire, alors déjà il y a une bonne chose, c'est que globalement les couleurs sont à peu près bien respectées par rapport aux 3 capteurs. Forcément vous aurez toujours quelque chose d'un petit peu plus sombre avec celui en x5, un petit peu différent, mais entre le très grand angle et le classique, c'est sensiblement la même chose, donc c'est quelque chose qui est déjà à noter. On a d'ailleurs une dynamique qui est à peu près la même, avec quelque chose qui est un petit peu plus clair sur le grand angle. Alors forcément le grand angle il va être juste surtout là pour vous donner l'idée justement ce que vaut, quel est l'environnement, puisque ce n'est que du 8 mégapixels, en ouverture 2.2 certes, mais du 8 mégapixels, donc c'est un peu limité en termes de détails de toute façon. Après du grand angle c'est jamais là-dessus qu'on compte vraiment sur le côté détail. Néanmoins c'est 8 mégapixels là où la plupart des acteurs sont à 13 voire 16 mégapixels, c'est un petit peu plus léger. Après le rendu est globalement bon, mais effectivement c'est pas là-dessus qu'on va avoir beaucoup de détails. Le capteur principal, c'est aussi donc le souci que je trouve, c'est que alors le rendu des couleurs globalement, le contraste, le rendu global est plutôt pas mal, même si je trouve que ça manque un petit peu de couleur à mon goût, et là le côté dazzle peut rehausser un petit peu, ça peut être sympathique, notamment le nu, on va en parler après parce que c'est le sujet un peu plus sensible, mais ce qui fait que donc globalement c'est plutôt pas mal, on a quelque chose qui reste assez détaillé. Enfin, c'est assez détaillé, mais quand même moins que la concurrence. Je dis ça assez détaillé comme si c'était mécanique, mais réellement, par contre, le problème que j'ai, c'est qu'en même temps, j'ai eu le Honor 20 Pro et j'ai eu le Mi 9T Pro en même temps pour pouvoir tester et comparer des photos. Là-dessus, c'est correct pour la plupart des gens, mais si vous êtes un petit peu exigeant, c'est moins bien que le Mi 9T Pro, qui n'est pas non plus une bête là-dessus, et forcément beaucoup moins bien que le Honor 20 Pro, qui lui est une bête dessus. C'est un peu le souci. Par contre, ce qui est bien, c'est comme j'ai montré, on peut faire du x2 dessus, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec le P30 Pro. Ça, c'est une première chose. Que dire de plus après? Je vous avoue qu'après, si à comparer en fait face au Honor 20 Pro en termes de photos, je vous avoue que j'ai beaucoup plus préféré faire des photos avec le Honor 20 Pro. Les photos étaient beaucoup plus jolies en termes de couleurs, il y avait un rendu qui ressemblait beaucoup plus à un rendu un peu réflexe, beaucoup plus travaillé. Ici, c'est un peu plus classique et ça manque un petit peu de travail, de profondeur, de vivacité, ça manque de quelque chose. Ce qui fait que, ouais, elles sont bien, mais c'est pas incroyable. Ce qui fait que voilà, déjà pour le principal et le grand angle. C'est en deçà de ce que je trouve au niveau de la concurrence. Par rapport au x5. Alors le x5, alors ils mettent du x6, mais apparemment c'est x5, x6, bon, la réalité des choses, c'est à peu près équivalent. Néanmoins, donc ça se met face au P30 Pro. On est sur un capteur alors qui a plus de pixels, ça ne veut pas dire grand chose, mais qui en a plus, avec 13 mégapixels, et qui est en ouverture 3.0 au lieu des 3.5 du Huawei P30 Pro. Alors déjà, vous le savez, Huawei avait mis beaucoup en avant les photos, etc. Et donc la partie photo, par exemple pour la Lune c'est le truc con, mais quand on a un aussi gros zoom et qu'on peut faire des photos de la Lune, et parce qu'on l'aime bien, et parce qu'on la trouve jolie, ou les couleurs, ou ceci ou cela, ou même le côté juste technique, waouh, il faut avouer que ça fait son effet. Même le Honor 20 Pro fait des plutôt belles photos de la Lune. Je ne sais pas comment ils font, mais ils ont un algorithme qui est vraiment top et qui permet de faire des belles choses. Et clairement, on sent que ça n'a pas du tout été une chose développée chez Oppo, parce que clairement, les photos de la Lune sont absolument pas belles. Elles sont pas du tout exploitables. Donc là-dessus, par contre, ils auraient pu essayer de se mettre au niveau du concurrent pour dire, nous aussi on sait le faire, mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est une première chose. Aussi, on a quelque chose qui est globalement, qui m'impressionne moins, on a quelque chose qui est moins détaillé, et le côté 13 mégapixels n'aide pas vraiment. Je pense que ça vient aussi de l'algorithme qu'ils utilisent, qui est, bon, déjà pour les photos principales, pas extraordinaire, mais ça se voit encore plus par rapport au P30 Pro, donc qui est son seul concurrent de ce point de vue-là, et ça se voit en fait, les photos sont un peu moins bien, sont un peu moins détaillées que ce que propose le P30 Pro entre les photos que j'ai vues d'avant, etc. On n'a pas quelque chose qui est extrêmement fin ou un algorithme vraiment très travaillé. On va avoir quelque chose de bien, mais qui va être un peu... En fait,
je pense que ça vient surtout de la stabilisation qui est faite sur ce x5. Parce que la stabilisation était vraiment très ample et à mon avis devait être très développée sur le P30 Pro, puisqu'on avait un côté vraiment où quand on bougeait, on avait vraiment des axes vraiment amples et ça se voyait beaucoup en vidéo. Alors qu'ici, quand je suis en x50, on va vraiment avoir ce côté où on va voir que ça tremble un petit peu. C'est pas totalement stable, c'est pas totalement maîtrisé. Enfin, pas maîtrisé, mais j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose d'aussi complexe et d'aussi technologiquement évolué que ce que proposait le P30 Pro. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi la partie photo était peut-être plus grosse aussi. Et ce qui fait que bah, là, ça se voit et ça se voit derrière sur les photos. Parce que les photos en x50, bon, forcément, on était limité en termes de détails. Mais on avait quelque chose qui était quand même relativement fin et qui se disait, ah oui, quand même. Là, c'est un peu moins le cas. On a quelque chose qui est un peu moins fin, un peu plus flou. Et ce qui fait que techniquement, c'est quand même excellent face à plein de concurrents. Mais face au P30 Pro, j'ai été moins impressionné. J'ai clairement été moins impressionné. Limite, il faut même dézoomer un petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux, qui passe un peu mieux. Parce qu'en x50, enfin, x60, ça passe vraiment pas à mon goût. Je le trouve moins terrible en fait, moins waouh. Ça se voit notamment sur la photo de la gare que j'ai fait. Il y en a une qui est vraiment floue, et je sais pas ce qu'il vise exactement, et une autre qui est plutôt fine, mais encore une fois, on zoome un petit peu dessus et on n'a pas la finesse, le traitement qu'a porté Huawei là-dessus. Je vais finir assez vite. Vous avez de toute façon l'album pour vous faire votre propre idée là-dessus. Et vous pouvez aller voir le test du Huawei P30 Pro pour vous faire votre avis aussi entre celui du Huawei et celui-là. Pour vous faire une idée entre les deux. Pour finir, le mode nuit. Enfin, le mode nuit. La nuit, qu'est-ce que ça vaut? Alors forcément, on sera très limité par rapport au capteur x5. Mais on peut en faire de ce que j'avais fait moi d'ailleurs. De nuit sur ce x5, alors là je vois carrément rien. On peut faire des photos en x5, ce sera forcément très très sombre, mais ça peut passer. Vous avez aussi le fait que le capteur principal, on a un algorithme donc de mode nuit qui se fait un peu automatiquement, mais on peut l'activer nous-mêmes. C'est plutôt correct. On a des couleurs qui restent plutôt bien, on a une scène globale. En fait, tant qu'il fait pas trop noir, là où par exemple bah forcément le Huawei XL, tant qu'il fait pas trop noir, ça va. Par rapport au Huawei ou au Nord 20 Pro par exemple, en nuit noire, bah, il est totalement largué. Il n'arrive pas du tout à ce qu'arrive à faire un Samsung ou un Huawei ou un Pixel de ce point de vue-là, à rehausser totalement. Donc ce qui fait qu'on garde l'ambiance, mais c'est totalement noir. Donc on n'a pas ce côté technique très développé et on le voit aussi sur un lissage qui est quand même assez prononcé. On se défend globalement bien face au Nord 20 Pro, mais on sent quand même que c'est pas aussi fin en termes de traitement, c'est pas aussi bien fait. On sent qu'il y a un gros lissage pour la partie photo. Donc c'est pas aussi fin, c'est pas aussi bien fait. C'est un petit peu mieux pour le coup quand même que ce que propose le Mi 9T Pro. J'ai essayé dans ma ville ces derniers jours aussi, histoire d'ajouter un peu de photos de nuit parce qu'il nous manquait un petit peu, de faire des photos justement de nuit. Et je trouve que pour le coup, face au Nord 20 Pro, on perd un peu plus l'ambiance parce qu'il a tendance à blanchir les photos déjà de base. Mais en plus, quand on se met en mode nuit, alors là on a vraiment des lumières qui sont totalement blanches. Donc ce qui fait que là ça fait quelque chose de très désaturé, ça manque un peu de personnalité, ça se voit notamment sur le manège. On a des températures très chaudes normalement là où il y a le manège, et là en fait c'est très blanc, c'est très froid par rapport à la réalité, et on perd un petit peu cette ambiance, cette chaleur, cette ambiance de soir que l'on a normalement. On a vraiment l'impression d'avoir des projecteurs blancs alors que ce n'est pas le cas. Ça c'est une autre chose. Après, bien évidemment, vous pouvez faire de la 4K, alors si je dis pas de bêtises, j'ai oublié cette petite information, de la 4K up ici, en 60 fps, oui. Donc vous avez de la 4K 60 fps, et je vous mets directement le lien, parce que là pour le coup, je ne sais plus, le lien dans la description, enfin dans l'album, pour que vous voyez un petit peu ce que ça vaut. Voilà un petit peu, sachant que bien évidemment, on est limité au capteur principal, pour la vidéo, ce qui est sympathique, ce qui est un peu con surtout, puisqu'on ne peut pas passer du tout en grand angle, on n'a que le x1 et x2 du 48 mégapixels pour faire la vidéo en 4K 60 fps, ce qui est complètement con. Et encore une fois, le P30 Pro là-dessus permet, en 30 fps certes, mais permet de passer du très grand angle au x5 et faire du 4K sur les trois. Un peu dommage, en espérant qu'Oppo le fasse aussi, avec une mise à jour.
Au niveau de l'autonomie, ce petit donc Oppo a une batterie de 4065 mAh. Globalement, ça c'est dur de se faire un avis réel sur l'utilisation, sachant que dans l'OS de Oppo, avec ColorOS, on n'a pas de système de gestion de l'écran allumé. Donc ce qui fait qu'il faut faire un petit peu avec des calculs divers et variés pour arriver à faire son autonomie réelle par rapport à mon utilisation classique en 4G comme d'habitude, avec du jeu, de la musique, des réseaux sociaux, des photos bien évidemment aussi. Donc voilà, quelque chose d'assez varié, d'assez mixte, mais de façon assez intensive. On se retrouve donc avec une autonomie que je situerai entre environ 8 et 9 heures écran allumé. Globalement, ça va être vraiment dur, hein. Je dirais même une fourchette un peu plus large, entre 7 et 9 heures écran allumé, mais globalement, c'est ce que je retrouve sur pas mal de smartphones à l'heure actuelle. Donc je ne suis pas senti spécifiquement limité, donc c'est quand même une chose assez agréable. Donc il est plutôt autonome. On est sur ce que faisait déjà par exemple le Oppo Find X, on est à peu près sur la même autonomie, donc c'est pas quelque chose qui change aujourd'hui. Donc là-dessus on a une bonne autonomie. Au niveau des benchmarks, on se retrouve avec un smartphone qui a donc un Snapdragon 855 et donc sur Geekbench, on se retrouve donc hop, ici, on va pas aller détailler, on connaît maintenant le 855, tout le monde l'utilise, il a été présenté, représenté et représenté, donc autant aller vite. Il fait un score de 3220, hop, on voit rien, 3220 en simple cœur et 11078 points en multicœur comme vous pouvez voir ici. Donc un score tout à fait correct, on est dans ce qu'on attend d'un Snapdragon 855, donc rien de nouveau sous le soleil. Oui, j'ai utilisé cette expression à la con. Ensuite, pour la partie c'est le throttle test, donc le test de CPU pendant 15 minutes pour voir comment se comporte la partie CPU. Elle est plutôt bonne, puisque alors déjà en maximum il est à 221 Go IPS. Donc là pour le coup c'est plus que la plupart des smartphones que j'ai vus en test à l'heure actuelle avec, qui étaient plus aux alentours des 180 voire 200. Ici on est en gros 10% de plus que la plupart, donc c'est à dire que c'est mieux optimisé et qu'ils utilisent plus au maximum les fréquences. On est sur une descente et au plus bas en gros il allait à 201 Go IPS, donc on perd 8% de performance par rapport donc au 100%, mais on reste quand même au-dessus de la plupart des smartphones qui utilisent aussi un Snapdragon 855, je pense notamment à OnePlus, qui eux commencent à 200 et descendent à 190 par exemple. Donc ce qui fait qu'on reste au-dessus de la concurrence là-dessus, donc ils le maîtrisent mieux que la concurrence. Pour la partie graphique, donc on est sur l'Adreno 640, toujours en 1080p bien évidemment, comme dit dans l'écran. On commence avec un score donc en début de GFX Belge, donc avec le test long de 30 minutes pour voir comment il se comporte. Donc on commence à 3587 pour terminer au plus bas à 3558. Donc un score extrêmement fiable pour le coup, comme vous pouvez voir. Même s'il y a des grands trucs, si vous regardez ici, je sais pas si ça se voit bien, au niveau des nombres, on a quelque chose qui bouge très peu en fait. Et donc là pour le coup, eh bien on se retrouve justement avec un smartphone extrêmement stable avec un 855. Le refroidissement et surtout l'épaisseur du smartphone, aussi sa grande taille, permettent aussi un meilleur refroidissement global. Donc là-dessus ça a été très bien maîtrisé. Et au-delà de ça, on fait aussi 3 heures en termes en jeu, donc ce qui est plutôt pas mal. Si je compare à la concurrence, alors voyons voir, 3558, on se retrouve face à l'iPhone 8, parce que bien évidemment GFX comme Geekbench n'est pas à jour de ce point de vue là, donc bon il serait bien d'avoir l'iPhone X, l'iPhone XS, l'iPhone 11 peut-être aussi, qui est sorti pour rappel, mais on se retrouve, sachant que l'iPhone 8 c'était du 720p, mais si on prend l'iPhone 8 Plus qui est à 2500, voilà, on est du 1080p, on fait mieux. Donc c'est quelque chose d'assez sympa. Et globalement, bah, le X-Atteint compact, on s'en fout, quoi. Ce serait bien de mettre des trucs à jour, merde. Je dis ça, ce serait juste bien, quoi. Histoire de... voilà un petit peu. Et pour l'autonomie, hop, ici, forcément on est sur un haut de gamme qui se lâche un petit peu là-dessus. Et donc... ici on se compare, alors on a le Galaxy S5, super on s'en fout, le Pro 5 on s'en fout, le S7 ça date, le S9 Plus, ouais, avec le S9 Plus en Exynos, qui fait autant à 178 minutes contre 179, donc 3 heures aussi. Le Galaxy Note Edge, ça date aussi un petit peu. Note 8, oui bon c'est pas très utile, ça commence à être un petit peu daté tout ça. Bref, ce qui fait qu'en gros, bah, il est autonome comme un haut de gamme en jeu forcément, ça consomme beaucoup d'énergie, mais normalement 3 heures sur le 845, on était plus aux alentours de 2 heures pour certains, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal. On se retrouve donc sur PUBG avec le téléphone à bout de bras pour pouvoir faire le gameplay. On va faire quelque chose d'assez rapide. Hop, ici.
Donc le jeu est en mode limite et ultra, donc au maximum de ses possibilités. Forcément, on est sur un Snapdragon 855. Je pense que les capacités de la machine, on se doute qu'elles seront très bonnes. Là, l'avantage, c'est surtout qu'on est sur un smartphone qui est assez épais, donc qui va pouvoir bien gérer en termes de performance, comme on l'a vu sur les benchmarks. Donc, on va faire une petite balade, parce que je pense que là où je suis allé, ça va être du Walking Simulator. Donc on peut le voir, ça réagit plutôt bien. Mais bon, ça se bat. Putain, je vois rien. Et un frag, hein. Allez, bah voilà, j'en ai vu un. Donc ce qui fait que c'est bon. Il est eu, hop. Personne se veut, non. Mais je pense que ça va être rapide comme gameplay. On a montré, le game se fait bien. Au niveau de la chauffe, c'est assez léger, c'est vraiment tiède pour l'instant. On va peut-être laisser une petite minute supplémentaire histoire d'eux. J'ai bien envie de lancer une grenade, c'est le truc que je fais jamais. On tire un petit suicide, allez, le suicide de la fin. Avant que le jour soit complètement fini et qu'il fasse nuit et donc que j'ai encore un peu de lumière, je vais faire donc la conclusion de ce smartphone qui est donc ce Oppo Reno x10 Zoom et qui est donc le seul concurrent à l'heure actuelle du Huawei P30. En gros, il va... c'est le seul tout simplement parce qu'il a ce zoom optique x5. Enfin, voilà, ce téléobjectif spécifique que aucun concurrent n'a. Les seuls qui s'approchent, ce sont les P20 Pro, les Mate 20 Pro, les Mate 30 Pro qui vont arriver, ou encore le Honor 20 Pro. En x3, il y a aussi le OnePlus 7 Pro, donc que des pros, hein, il y a beaucoup de pros là-dedans. Ce qui fait qu'il n'y a que eux pour l'instant qui permettent du plus que x2. Et en comparaison directe avec le P30 Pro, parce que c'est quand même l'une des caractéristiques principales de ce téléphone, globalement je le trouve... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des capteurs qui sont tous avec un système rouge, vert et bleu. Là où on a sur le P30 Pro du rouge, jaune, bleu pour le principal. Ce qui fait qu'on a un problème de colorimétrie qui persiste encore à l'heure actuelle avec des côtés très jaunâtres. Ici, on va avoir une colorimétrie qui sera beaucoup plus proche entre chaque capteur, hein, globalement, ça sera plutôt bon. Mais par contre, sur la partie zoom, donc on est sur un 13 mégapixels en ouverture 3.0, donc physiquement en tout cas, j'ai pas regardé la qualité des capteurs eux-mêmes, mais on est mieux que le 8 mégapixels en ouverture 3.5 du P30 Pro. Mais dans la réalité, je trouve que, et je pense que c'est notamment dû déjà aux algorithmes de chez Huawei qui sont bien meilleurs là-dessus, mais aussi à la stabilisation qui est intégrée du Huawei, je trouve que les photos du P30 Pro en zoom optique sont meilleures. Et globalement, après je préfère globalement celui du Oppo pour ses couleurs qui sont bien meilleures par contre sur le principal. On a aussi quelque chose de moins polyvalent puisque là où en 4K 30 fps, même sur n'importe quel mode, on peut changer d'optique en vidéo, ce n'est pas le cas, on n'a que l'optique principale chez Oppo. Ce qui est très dommage aussi parce que pour le coup ça limite beaucoup en vidéo. Pour le smartphone lui-même, le souci que je lui trouve aussi, alors le design, il est à la fois bien et pas bien. Il est bien parce que d'un côté on a tout qui est... comment dire, qui est plat, c'est-à-dire qu'on n'a pas de capteurs qui ressortent. On a cette petite astuce de billes en métal pour justement ne pas rayer les capteurs photo, et qui est très léger, qui est très bien fait. Et c'est un design qu'on voit plus beaucoup, ce design où tout est sous la dalle et que les capteurs photo sont sous la même dalle en verre. Je trouve ça assez joli et assez agréable. Forcément, ça fait grossir le smartphone en termes de taille, mais ça rend bien en termes de design. On a un côté un peu plus uni, et c'est différent de la concurrence, très clairement. On a aussi cette aileron de requin qui est la pop-up qui ressort de façon assez originale pour le coup, qui la réinvente un petit peu et qui permet de cacher d'un côté le zoom et de l'autre le flash.
Et ça, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que le flash, en termes de design, ça a tendance un petit peu à gâcher un petit peu le design, parce qu'on a ce côté blanc qui ressort. Ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus discret, et c'est quelque chose d'agréable. Mais on a aussi ce design, justement, de cette sortie qui est sympathique, avec aussi, forcément, à l'avant, ce même système qui cache le double haut-parleur, qui manque d'ailleurs un peu de puissance. Une bonne transition de passage pour parler du son. Forcément, on n'a pas de jack, on n'a pas non plus d'adaptateur. Sympathique, j'en ai déjà parlé et j'en ai reparlerai, et ce sera le cas pour tous les smartphones sans, ça fait chier. Donc concrètement, ça c'est le problème. Le double parleur est très mal équilibré, mais forcément, l'avoir mis dans l'aileron de requin, je pense que ça a limité de toute façon ses performances. Néanmoins, c'est mal équilibré, c'est un peu dommage. C'est vraiment là pour dire, c'est dedans. C'est juste ça. Globalement après, ce qui est bien, c'est quand même on a le full screen avec le lecteur d'empreinte en version 3.0 du lecteur d'empreinte, donc c'est très très bien. On a bien évidemment de la charge très rapide, ça ne change pas. Merci Oppo, là-dessus c'est extrêmement rapide. Que dire de plus après? ColorOS 6 aussi a plutôt bien évolué, comme je l'ai dit, puisque on a le retour des notifications, ce qui n'est pas rien, hein. C'est pas rien comme truc, c'est vraiment pas rien. Donc, et on a même ce système, et on sent que ça a colleté un peu plus européen, ce système de tiroir d'application qu'on n'avait pas avant. Donc c'est aussi une chose assez sympathique. Que dire de plus après? Le smartphone en lui-même, pour mon expérience personnelle, ne m'a pas spécifiquement... Ah oui, j'avais une dernière chose pour le design, que j'ai oublié, c'est que donc il est grand, puisqu'il fait 6.6 pouces, c'est grand, hein, c'est très proche du OnePlus 7 Pro, et il est lourd aussi. Pour moi, il n'est pas aussi lourd que le OnePlus 7 Pro, mais ça s'approche. Donc c'est quelque chose qui, voilà, aux alentours de 200 grammes, moi personnellement c'est quelque chose qui m'emmerde puisque je l'utilise à une seule main. Donc forcément ça fait lourd. Si vous êtes à deux mains, ça ne posera pas de problème. Aussi, la coque que vous voyez ici est inclue. Donc ça c'est une chose sympathique. Elle est inclue, mais elle est vraiment très épaisse. Déjà que le smartphone est grand, mais là ça le rend encore plus grand parce que elle est vraiment épaisse. Alors on sent que elle est résistante, elle a une certaine souplesse pour absorber les chocs, etc. Donc elle a l'air bien faite, mais par contre elle est vraiment énorme. Donc là elle fait encore plus gros, encore plus lourd aussi forcément. Donc après à vous de voir là-dessus. Mais c'est un choix en soi, hein. C'est clairement un choix. Après à vous de voir. Globalement après c'est un smartphone qui personnellement ne m'a pas fait d'effet waouh spécifique, c'est assez étrange, mais le x10 en soi, il était déjà fait la concurrence et je l'ai trouvé meilleur. L'aileron de requin c'est sympathique, mais aujourd'hui tout le monde se met à la pop-up, donc c'est juste un changement de design. Le design en lui-même est joli, mais il n'a pas ce côté un petit peu spécifique du Oppo Find X, avec ce système justement motorisé complet qui ressortait, où on n'avait même pas les capteurs photo, il y avait un côté extrêmement sobre, c'était différent. Donc c'est vraiment différent, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me manque, qui manque de personnalité sur ce Oppo, personnellement. Après il est très sympa en soi, mais il manque quelque chose sur ce Oppo pour qu'il soit vraiment bien, parce qu'il est bien en soi, c'est un bon smartphone, mais il manque de quelque chose. Je saurais pas dire quoi, mais il manque de quelque chose. Je pense que j'ai tout dit sur ce smartphone en tout cas, voilà, j'ai tout dit. Sachant qu'il est sorti à 800 €, j'ai vu qu'il était déjà à 600 € depuis quelques temps, et même chez Bouygues il est bradé, il est à 200 € avec un forfait, alors forcément avec forfait tout ça, mais ça peut peut-être être intéressant. À voir un petit peu, dites-moi ce que vous pensez un peu de ce smartphone, parce que bon, en soi il reste quand même joli, il a quand même des bons atouts, donc dites-moi ce que vous en pensez, et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi, si vous voulez me soutenir, vous avez Utip, vous avez MyTip, vous avez Tipeee. Alors que ce soit pour des pubs ou des dons, dans les trois cas, vous pouvez le faire. Je vous mets dedans parce que c'est toujours sympathique, ça me permet de me soutenir et de finir des fins de mois un peu plus correctes. Bon, pour plus très longtemps, mais un peu plus correct, donc c'est toujours ça de prix. Voilà, ce qui fait que j'ai un petit peu tout dit. Donc merci à vous, merci aux tipeurs, merci aux utipeurs, merci à tout le monde de me soutenir dans cette petite aventure. Et voilà, n'hésitez pas à partager comme je disais. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain test sur Technoid.